Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie Fortenbach, juge internationale de concours complet d'équitation. Bonjour Sylvie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Je vais commencer par une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de ton parcours dans le monde équestre ? Oui, alors c'est arrivé assez jeune, cette passion pour les chevaux. J'ai commencé à monter plutôt tard, vers 16 ans en fait. Ensuite, c'est pas du tout mon métier, je suis infirmière anesthésiste et urgentiste. C'est vraiment une passion. Et donc, tu es actuellement juge international de concours complet d'équitation. Comment est-ce que tu as découvert le concours complet ? Le concours complet, j'y suis venue assez rapidement parce que je suis fan un petit peu d'adrénaline quand même. Et donc, j'ai plutôt orienté ma pratique équestre vers le concours complet. Je trouve que c'est le sport le plus diversifié. On travaille les chevaux dans toutes les conditions. On fait un peu de dressage, on fait du saut, on fait du cross, on fait de la mise en condition. On fait plein de choses. C'est ce qui m'a attirée en fait. Et aussi pour l'ambiance du concours complet aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a peut-être un moment dans ta carrière de cavalière ou une personne en particulier qui vraiment t'a orienté vers le concours complet, on va dire à 100%, et le fait de devenir juge ? Qui m'a orientée vers le concours complet, non, parce que ça a tout de suite été ma discipline de cœur. Par contre, j'ai rencontré quelqu'un à l'ENE, qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait André Mottet, et qui m'a dit un jour, si tu penses à quelque chose sur ton cheval et que lui le fait, alors t'as compris ce que c'était l'équitation. Et voilà, et de se dire, j'y pense et il le fait. Je pense que ça, c'est la symbiose ultime qu'on doit rechercher, en fait. Et juge... Comment je suis venue à juger? C'est Solange Panetier qui m'a mis un pied là-dedans parce qu'en fait, sur les compétitions, il manquait de juges. Et donc, elle arrêtait pas de dire, vous voulez faire des compètes, c'est bien, il faut aussi être juge et il faut aussi des bénévoles et voilà. Et donc, j'ai très vite mis un pied à l'étrier comme ça, en fait. Et comment est-ce que concrètement on devient juge ? Est-ce qu'il y a des formations ? Est-ce qu'il y a des stages ? Quel est le parcours pour passer de cavalier à juge ? En fait, du coup, il y a des formations, forcément. Donc, à partir du moment où quelqu'un a envie de devenir juge, et je pense qu'il faut qu'on transmette cette envie-là, parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Il y a des formations données par des juges internationaux ou nationaux en région, pour les mettre en situation, pour leur expliquer les bases du règlement. Et ensuite, on les accompagne sur le terrain pour pouvoir effectivement les encadrer un petit peu. Et ensuite, il y a vraiment... Alors, c'est un parcours assez long de club, on passe à candidat national, ensuite on passe national, ensuite il y a des concours pour passer national élite, et après on peut passer des concours pour être juge internationaux. Et quand on est juge de CCE, on est juge de dressage, de cross, de saut d'obstacle, ou bien on peut être les trois à la fois ? On est obligé d'être les trois à la fois, il n'y a pas le choix. Il faut savoir juger les trois disciplines, et c'est bien le but en fait, c'est ce qui est passionnant aussi, c'est de juger les trois disciplines en fait. Donc quand on arrive à un jour de concours, est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va juger, ou est-ce que on arrive et on nous dit tiens, aujourd'hui tu vas juger le dressage, ou bien est-ce que comme parfois les compétitions sont sur plusieurs jours, on fait les trois disciplines forcément ? Alors il y a plusieurs profils, mais on sait toujours ce qu'on va faire en général, sauf si quelqu'un tombe malade au dernier moment, mais il y a toujours un planning qui est fait par l'organisateur ou par le juge président, ça dépend des cas. Mais en général, on sait que de toute façon, on va juger le dressage. On n'a pas toujours le temps de juger le saut d'obstacle dans les petites épreuves parce que souvent, ils passent du dressage au saut d'obstacle et ensuite, on va sur le cross. Donc, en général, on voit quand même au moins le dressage et le cross. On peut se répartir en disant, tiens, il y a
a un juge qui va juger le CSO et ensuite on se retrouve sur le cross après, parce que c'est bien d'avoir tous les juges finalement sur le cross. Et quand c'est sur plusieurs jours, de toute façon, on juge les 3, effectivement. Ok. Et donc maintenant, on est jour de concours. Ouais. Quelles sont les missions du juge sur un concours? Alors, le but d'un juge, c'est déjà de voir que toute son équipe, avec le chef de piste et l'organisateur, est sur la même longueur d'onde. Le but, c'est vraiment que ça se passe dans des conditions idéales. Il y a toujours des petits couacs, soit météo, soit il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gérer. Donc, vraiment s'entraider. C'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est la base de tout, je pense. Et donc, nous, c'est de faire appliquer le règlement avec bienveillance, parce que c'est le but quand même. Et voilà, d'être abordable pour tout le monde. Ok. Et à quoi ressemble une journée type quand on est sur un concours et qu'on juge, que ce soit au niveau national ou international? Alors d'abord, la plupart du temps, on part la veille, sauf si on est juste à côté. Dans ce cas-là, on se lève très tôt. On arrive, on fait une reconnaissance de cross. Ça, c'est vraiment la base pour voir si tout nous paraît dans les règles et faisable pour les chevaux et que ce soit clair pour les chevaux et que ce soit au niveau surtout de l'épreuve demandée. Ensuite, on va sur le dressage. Donc, on se répartit. On sait qu'il y a un président, un assesseur. On se répartit selon les besoins de chacun, les envies de chacun. S'il y a aussi des gens à former ou pas, qu'on prend avec nous en cabane. Ensuite, en général, on a très rarement le temps de manger. On intercie quand ça va sur plusieurs jours. On prend le temps, mais souvent, on mange pas. Ou un sandwich, vite fait. Et ensuite, on va soit sur le saut d'obstacle, soit sur le cross. Donc, le saut d'obstacle, c'est être juge de saut d'obstacle. Hein. On vérifie que pareil, tout se passe bien. On notifie les fautes. On élimine les gens qui doivent être éliminés. On vérifie tout ce qui doit être vérifié. Et pareil pour le cross. Voilà. On a des décisions à prendre et voilà. Mais avant tout, c'est un travail d'équipe. Ok. Et sur un concours, j'allais dire classique, c'est pas le bon mot, mais ce que tu as le plus l'habitude de faire, on est une équipe de combien à peu près? En général, il y a 3 juges, un chef de piste, qui dit si c'est international ou sur une grosse épreuve. Et ensuite, il y a les stewards. Sur d'autres épreuves un peu plus grosses, il y a forcément un vétérinaire. Et donc, tous ces gens-là, on doit vraiment communiquer ensemble. C'est important. Avec l'organisateur, évidemment. Ok. Donc, comme tu nous disais, pour être juge de CCE, il faut être juge de dressage, de saut d'obstacle et de cross. Quelles sont vraiment les grosses différences entre les 3 disciplines au niveau du juge? Alors, en fait, il y a des règlements différents, que ce soit au niveau de la Fédération française ou au niveau de la FEI. On peut être juge de dressage, on peut être juge de saut d'obstacle, on peut être juge de complet. Juge de complet, il doit juger le dressage, mais comme un juge des dressages, on a les mêmes bases. On va juste pas jusqu'aux pirouettes, au piaf passage, mais on a les mêmes bases jusqu'au Saint-Georges. Franchement, on a les mêmes bases. Ensuite, le saut d'obstacle, c'est les mêmes règles. Alors, sauf qu'on n'a pas de chrono, on a un temps imparti, mais on n'a pas d'épreuve au chronomètre. On n'a pas toutes ces catégories-là. Le but du jeu, c'est qu'effectivement, on a peut-être un petit peu plus de choses à apprendre, mais encore une fois, c'est plus diversifié, c'est beaucoup d'échanges, mais je te dirais bien qu'on en apprend tous les jours. Et est-ce que un juge de CCE peut se dire un jour, moi je veux plus faire du CCE, je veux faire que du dressage ou que du saut? Alors, il y a une passerelle, en fait, quand on est juge national élite ou juge inter, on est juge national de dressage, parce qu'en fait, on juge les mêmes choses, mais il n'y a pas de passerelle par rapport au juge de saut d'obstacle, donc rien ne nous empêche de se former à faire du saut d'obstacle et de passer dans cette discipline-là, donc oui, on peut. Je connais peu de juges de complet qui vont ailleurs. Donc en fait, au niveau du dressage, pas de souci, on peut directement en passerelle passer sur les compétitions plus classiques. Par contre, au niveau du saut et du cross, qui de toute façon n'a lieu que pour le CCE, pas possible. Pas possible. Ok. Et en tant que juge, est-ce qu'il y a des choses, tu te rends compte que les cavaliers et le public ignorent totalement? Est-ce qu'il y a vraiment des aspects de la compétition qui, pour toi, comme tu es juge, te paraissent normaux, mais qui, pour moi, par exemple, en tant que cavalière, seraient inimaginables ou pas classiques et du coup, j'y penserais pas? Moi, je pense que les cavaliers, alors maintenant, on sensibilise de plus en plus les cavaliers, mais on les sensibilise malheureusement plutôt qu'à haut niveau, pas assez encore au niveau club, amateur et tout ça. C'est le nombre de bénévoles et d'énergie qu'il faut pour créer un concours complet. Et il faut aussi savoir que les juges sont bénévoles. Un petit rappel au passage. Et donc, juste, il peut nous arriver, au cavalier, il peut arriver des petites choses désagréables. On peut faire un refus, on peut faire une barre, on peut être de mauvaise humeur parce qu'on a raté son dressage. Mais sincèrement, juste dire merci à un bénévole qu'on voit passer ou lui faire un sourire, je pense que c'est le meilleur des
remerciements. Et je pense que les cavaliers oublient un petit peu ça souvent, parce qu'on pense à sa compétition, on a son stress. Mais en fait, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de complet. Effectivement. Et tu parlais justement des personnes qui peuvent être stressées parce qu'il y a eu des refus, des erreurs. Comment est-ce que tu gères les moments où il y a de la tension, les moments où il y a des décisions qui doivent être prises rapidement? Comment ça se passe? Alors, on va dire dans le plus grand calme possible, même si le calme n'est pas en face. Le but du juge, c'est quand même de rester calme, d'utiliser son bon sens, le règlement et le bon sens. Parfois, il est nécessaire de laisser redescendre la tension. Et s'il y a une décision à prendre tout de suite, de toute façon, c'est toujours une décision collégiale du jury. Voilà. En vrai, on applique le règlement et parfois, les gens raisonnent avec un peu de recul en disant bah oui. Et parfois, ils le prennent mal, mais le règlement, c'est le règlement, il faut l'appliquer. Après, il faut utiliser son bon sens et parfois un peu de diplomatie. Et encore une fois, on repart vraiment sur un esprit d'équipe. En fait, tout se fait en équipe. Ouais, le concours complet, c'est vraiment un travail d'équipe. Ok. Et un jour de concours, il y a peut-être des personnes que tu connais, des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu admires en fonction du niveau. Comment est-ce que tu fais pour vraiment être objective et rester objective, quel que soit le cavalier, quelle que soit la monture en face de toi? Je pense que c'est la plus grande qualité du juge. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est vraiment sa plus grande qualité, c'est d'être objectif. Et on a des critères techniques à juger. Et je pense qu'il y a que ça je crois on s'en fout de savoir qui est dessus ou qui est pas dessus. Ça peut aller dans les deux sens, hein. Ça peut aller vers quelqu'un qu'on adore ou quelqu'un qu'on n'aime pas du tout. Mais si le quelqu'un qu'on n'aime pas du tout fait une magnifique reprise, bah, il sera premier, c'est comme ça. Et si celui qu'on adore, il fait pas une belle reprise, bah, il fera mieux la prochaine fois. Non, franchement, je trouve que c'est assez facile. Et souvent, c'est même sujet à rigolade derrière après. Et justement, tu parlais des critères techniques. Quels sont, selon toi, les critères de jugement les plus importants? Bah, c'est les critères de l'échelle de progression. En fait, c'est super bien expliqué et je pense que tous les cavaliers devraient la relire et ne pas être pressés. Vraiment, on a des observables et je pense que ça, c'est la base de tout. Et après, il y a quelque chose qui se commande pas, ça s'appelle l'émotion. Moi, franchement, quand je suis en cabane et que je fais waouh, bah c'est 10. Voilà. C'est l'émotion que ça te procure. Ça doit te procurer de l'émotion. Ça doit pas être complètement téléphoné ou machin. Il faut que tu aies de l'émotion. Oui, il faut que le cavalier et sa monture soient vraiment en symbiose. C'est ce qu'on recherche. Donc ça, c'est les critères techniques. Maintenant, est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois tout le temps? Des choses, tu te dis, ah bah c'est bon, ce serait temps que ça soit corrigé maintenant. Ouais, à tous les niveaux, hein. À petit niveau, en fait, on leur demande pas d'avoir des avions de chasse. On fait attention à la précision et ne serait-ce que les bases de l'équitation. Donc, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, en fait. Et à plus haut niveau, en fait, je trouve que les gens veulent effectivement aller trop vite avec les chevaux. Et parfois, il y a des chevaux qui acceptent et parfois qui acceptent pas. Et je pense qu'on peut pas contraindre, ça se voit. Ça enlève toute la poésie de la chose, en fait. Donc, pas vouloir aller trop vite. Et se rappeler aussi que une reprise de dressage, c'est une succession de notes. C'est une succession de figures. C'est pas parce qu'on foire une figure, il y en a encore 20 autres derrière, ou 22, ou 25, ou un peu moins en fonction des niveaux. Mais voilà, ne pas rester sur le « Ah, ça y est, j'ai tout foiré ». Non, c'est pas grave. Des fautes, on en fait tous et finalement, est-ce que vouloir tirer le meilleur de ce qu'on fait à l'instant T, bah, c'est prendre des risques. Donc bien sûr, il peut y avoir faute, mais c'est pas grave. Oui, on juge chaque figure individuellement, mais Oui. C'est la note globale qui fait foi. Bien sûr. On parle beaucoup d'éthique, ce qu'on peut entendre dans les différents règlements qui sont en train de changer, ce genre de choses. Comment est-ce que toi, tu incarnes ça au quotidien? Est-ce que dans ton rôle de juge, si parfois tu vois des choses un peu limites, tu as la possibilité d'intervenir? Est-ce que vous pouvez dire, bah écoute, là, ça va pas du tout, ce qui se passe, tu ne peux pas faire ton concours? Oui, oui. Alors le bien-être animal, maintenant, c'est devenu la première règle de tous les règlements, donc que ce soit national, international. Et en même temps, je te dirais, si t'es homme de cheval, le bien-être animal, c'est censé être ta base de vie. Mais bien sûr, on peut intervenir, on peut mettre des sanctions, on peut mettre des cartons, on peut interdire tout simplement à quelqu'un de continuer, que ce soit parce que le cheval est pas bien à l'instant T, ou parce que c'est trop dur, ou qu'il y a trop de coups de cravache. Enfin, vraiment, tout ce qui nous semble pas être dans le bien-être animal, on peut intervenir maintenant. Et tu parlais là à l'instant de carton, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, on peut mettre des avertissements, en fait, aux cavaliers. En général,
on va le voir, on lui explique. C'est un petit papier officiel à signer qu'on envoie ensuite à la Fédé. Donc au bout de 2, tu as une petite suspension de monte qui est décidée par le tribunal du sport. Donc c'est pas nous qui décidons des trucs, mais en tout cas on signale. Et en international aussi c'est pareil, tu as plusieurs cas. Tu as un carton jaune, c'est pour un petit peu les excès, les abus sur les chevaux. Et après tu as une petite mise à jour verbale. Enfin, c'est pas verbal, tu leur mets un petit carton blanc entre guillemets, mais c'est toujours avec une discussion avec eux. Faut toujours expliquer pourquoi on le fait, parce que le but c'est pas de dire ah il a fait ça et voilà. Le but c'est pas ça. Le but c'est de dire attention, notre sport il est quand même en ce moment un peu difficile à gérer au niveau des médias, parce que les médias comprennent pas toujours ce qui se passe. Et donc, il faut absolument que tous les acteurs de l'équitation soient conscients de l'image que l'on renvoie. C'est important pour ceux qui n'y connaissent rien, en fait. Et ça, c'est important. Et donc, si on doit mettre un carton, après, c'est des gens qui peuvent se comporter mal, ou il y a un règlement sur le cross qui dit qu'après 3 refus, tu continues pas, t'es éliminé. Après une élimination, si tu sais compter jusqu'à 3, tu t'arrêtes, tu rentres, et puis ça ira mieux la prochaine fois, tu peux bosser entre-temps. Il y en a qui sont sous le coup de l'énervement, qui ressautent et tout ça. Donc non, ça par contre non, c'est pénalisé effectivement. Et est-ce que ces pénalités s'appliquent uniquement au cavalier ou bien ça peut être à son entourage parce que l'entourage n'était pas dans les dispositions qu'il fallait vis-à-vis de la compétition ? Alors, c'est le cavalier qui est responsable de son entourage, parce que souvent l'entourage n'a pas de licence, donc en général c'est le cavalier qui paye pour l'entourage. Mais éventuellement, si quelqu'un de l'entourage fait quelque chose ou qui aurait pas dû être fait, c'est le cavalier qui va payer pour ça. C'est vraiment intéressant de voir comment effectivement c'est un sport entre guillemets individuel quand on est à cheval, mais on a vraiment toute une équipe autour de nous et on est responsable en fait des actions de son équipe. Oui. Et donc on parle beaucoup de sécurité aussi en ce moment. On parlait même tout à l'heure, on a eu une petite discussion concernant les gilets cross, gilet airbag. Il y a eu des évolutions ces dernières années. Et selon toi, quels sont vraiment les grands changements au niveau sécuritaire qui ont été mis en place pour le bien-être et éviter le plus possible les accidents sur les compétitions? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'aspect matériel, parce que ça a énormément évolué. Le profil des obstacles, les mimes, c'est des dispositifs, quand les chevaux touchent, ça bascule, ça évite que les chevaux panachent. Donc ça, c'est sur le cross. Les cuillères de sécurité sur le saut d'obstacle. Il y a eu énormément d'avancées par rapport à ça. Il y a énormément de statistiques qui sont relevées au grand désespoir de quelques personnes qui trouvent ça inutile, mais en fait, dès qu'il y a une chute, on fait un rapport de chute qu'on envoie à la Fédé et c'est juste pour faire des statistiques de pourquoi les cavaliers tombent, pourquoi les chevaux tombent. Est-ce que c'est une manque de préparation? Est-ce que c'est un profil d'obstacle? Est-ce que c'est dû à un certain terrain? Est-ce que le cheval était ferré, pas ferré? Est-ce qu'il était cramponné, pas cramponné? Toutes ces choses-là, maintenant, c'est enregistré, que ce soit au niveau fédéral, Fédération française et FEI, pareil. Il y a toujours ça. Et il y a une volonté de la fédération, depuis le changement de président, de faire quand même évoluer l'équitation, parce qu'on a un petit peu baissé en niveau, vraiment. Et on pense que de remettre le cross obligatoire sur les galops 5, 6, 7, ça va quand même améliorer un petit peu la sécurité des cavaliers, parce que je pense que l'équitation d'extérieur est une très très bonne école de l'équilibre. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a ces volontés-là, c'est de remonter aussi le niveau des formateurs pour qu'ils les encouragent aussi à emmener leurs élèves sur le cross ou au moins en extérieur, faire différents profils, des montées, des descentes, des bosses, des contrebas, des contre-hauts pour améliorer un petit peu l'équilibre du cavalier, la symbiose entre les deux. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, l'avancée technique, elle est déjà là. La progression sur les cavaliers, ça va demander un petit peu de temps, mais c'est en chemin, donc voilà. Donc vraiment, les fédérations, que ce soit françaises ou internationales, sont très sensibilisées à ce côté sécuritaire et grâce au rapport, on peut faire des études. Ouais, il y a énormément de statistiques, ouais. Ok. Comment est-ce que tu imagines le futur du CCE? Dans quelle direction tu penses que la discipline va partir? Eh ben, j'espère sincèrement qu'on va arriver à prolonger cette discipline, parce que c'est vraiment une discipline qui est lourde en organisation, parce que il y a les 3 disciplines à organiser. C'est parfois difficile à médiatiser.
Parce que médiatiser un cross, alors ça se fait sur les JO, les championnats du monde, quelques coupes des nations, mais c'est difficile à médiatiser, c'est long, c'est énormément de matériel, c'est énormément de bénévoles, beaucoup plus que pour un dressage ou que pour un saut d'obstacle. Donc en vrai, je dirais bien qu'il faudrait que tous les acteurs de cette discipline se retroussent les manches et participent à ça en fait. Se dire, il y a quelques cavaliers qui ont fait l'effort de dire, bah tiens, moi je profite du système, je vais peut-être être bénévole sur un concours pour voir ce que ça donne. Et sur les réseaux, tu peux voir que certains cavaliers ont fait ça, ils se disent ouais mais c'est un vrai boulot, on se rend pas compte quand on vient avec son cheval, on arrive, on fait son dressage et ça, on voit pas tout le reste. Après bien sûr le bien-être animal ça va être au centre du sujet, donc c'est pour ça que les cavaliers doivent vraiment faire attention aux images qu'ils renvoient. Et est-ce que tu vois une évolution des mentalités des coachs, des cavaliers ces dernières années qui vont dans la bonne direction par rapport au complet? Oui, je trouve qu'il y a une belle transmission des anciens, en tout cas, parce que le complet, mine de rien, enfin en équitation en général, hein, je veux dire, on peut monter à cheval assez vieux, entre guillemets, et c'est quand même l'expérience qui prime. Et je trouve qu'il y a un très très bel échange et partage des connaissances et des techniques. Alors en tout cas, entre les gens de complet, quand ils font les recours ensemble, ils s'échangent tous les trucs, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que les jeunes ont plus de difficultés. Je pense qu'il y a un vrai enjeu financier en ce moment parce qu'en France, en tout cas, le concours complet, c'est pas une discipline comme en Angleterre ou en Allemagne où il y a énormément de propriétaires et tout ça. Il y en a encore quelques-uns. Il faudrait peut-être les mettre un petit peu plus en valeur. C'est la Fédé en train de plancher là-dessus sur comment faire pour que les propriétaires de bons chevaux confient ou les vendent pas à l'étranger ou les confient à des cavaliers français. Mais je pense que tout le monde bosse dans ce sens-là. Ils essayent aussi de trouver un nouvel équilibre économique. Maxime Livio en est un super exemple. Je pense que c'est plus difficile en ce moment financièrement, mais les sports en général, parce que il y a d'autres soucis sur Terre, on va dire, que l'équitation. Mais oui, les jeunes ont pris conscience de ça et je pense qu'ils essayent d'évoluer de manière un petit peu différente en tenant compte de ce qui s'est passé pour les anciens. Et pour revenir peut-être sur le côté sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, comment, en tant que juge, on fait de la prévention au niveau des accidents? Parce qu'il y a eu ces dernières années des accidents assez lourds, voire même très graves. Ouais. Comment est-ce qu'on fait de la prévention? Alors nous, comme juge, déjà, on voit comment se passe un dressage, si le cavalier il gère son cheval ou pas. Déjà, s'il le gère pas, on peut déjà prendre la décision de dire si tu gères pas ton cheval sur un rectangle de dressage, peut-être que le cross c'est pas une bonne idée. Déjà ça. Et on a la possibilité ensuite d'intervenir. Alors, ils ont mis une petite règle de sécurité. Si on fait plus de 4 barres au CSO, on part pas sur le cross. Ça, c'est une règle, mais qui est juste un règlement appliqué. Et après, nous, maintenant, en tant qu'officiels, alors on est formés pour ça, mais on a le droit d'arrêter quelqu'un sur le cross qui nous paraît dangereux. Si on voit des sauts difficiles, un peu à suivre, on peut arrêter les chevaux maintenant. Et on se pose pas la question. Ouais, ça se passe pas bien, on voit qu'il y a des grosses difficultés, on dit stop, fini. Ouais. J'ai arrêté quelqu'un, je l'ai même pas laissé partir sur le cross, c'était au Lion d'Angers, c'était une junior, sur un grand national. Et en fait, j'étais à la direction de course et j'avais le paddock en face de moi et je vois beaucoup de poussière. J'ai remarqué un cheval qui, en gros, sur 25 minutes, n'a jamais sauté un tronc. Et donc, j'ai dit, je suis allée voir la personne, je suis allée voir la coach et peut-être que ça serait bien de pas aller sur le cross parce que c'est juste pas possible, quoi. Sur le moment, la cavalière avait l'air plutôt soulagée, la coach aussi. Et finalement, après, j'ai les parents qui sont venus poser une réclamation en disant que j'étais allée contre son chance de classement et de sélection pour les Europes junior. Et je lui dis peut-être, mais je pense sincèrement que moi je dormirai sur mes 2 oreilles parce que votre fille est en vie ce soir et que peut-être que ça se serait bien passé, mais sans sauter un obstacle au paddock, ça me paraissait compliqué d'aller s'enfiler un cross de junior. Et parfois c'est pas bien vécu, mais au moins nous on a la conscience tranquille, voilà. Mais c'est pas toujours facile comme décision à prendre, c'est sûr. Ouais, j'imagine. Parce qu'il y a forcément des enjeux pour les cavaliers qu'on connaît pas forcément. Mais en même temps, effectivement, pourquoi laisser partir quelqu'un qui n'a pas réussi à sauter un seul obstacle au paddock? Ça peut être très dangereux derrière. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'il faut pas. C'est pareil, quand on voit un cheval qui est épuisé, faut l'arrêter. Enfin, faut pas attendre que ça cartonne, en fait. On n'est pas devin, on n'est pas magicien, mais on connaît les signes d'un cheval qui commence à moins bien sauter, que le cavalier est obligé de pousser et que les sauts sont de moins en moins bons. Il y a un moment, faut pas réfléchir, faut prendre juste
ses responsabilités et dire bah non, on va pas attendre l'accident quoi. Ok. Et comment ça se passe quand on est par exemple sur le parcours de cross? Donc il y a des juges un peu partout sur le parcours. Comment on signale au cavalier là il faut que tu t'arrêtes, on va pas se mettre en plein milieu du chemin? Alors en fait, t'as plusieurs choses différentes. T'as les gros concours où tout est télévisé. Donc nous, on est en général le président du jury et à la direction de course. Donc on a toutes les infos et toutes les images. Les autres juges de l'équipe sont répartis sur le terrain. On a déjà formé tous les commissaires de cross qui sont jamais tout seuls. Donc eux, ils nous signalent déjà, attention au mauvais saut, attention le cheval il a scie, attention le cheval respire pas bien, il a l'air essoufflé, il a l'air fatigué. Et on envoie soit quelqu'un, on essaye toujours d'avoir les infos assez rapidement. C'est pas toujours facile sur les petits concours parce que y a pas de télé, il y a pas d'image. On a les renseignements des commissaires, mais parfois le temps que. Alors la théorie veut que tous les cavaliers savent que si un commissaire se met en travers et fait des grands signes, il s'arrête. Normalement, les commissaires ont un drapeau rouge. Donc, quand on agite le drapeau rouge, on est obligé de s'arrêter. Donc, on leur explique pourquoi. Mais ouais, c'est pas toujours facile. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu fais ça, en fait. Fais au mieux avec les moyens du bord. Ça marche. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde peut-être le côté un peu plus relation cavalier-cheval. Qu'est-ce qui, par exemple, selon toi, définit un bon couple cavalier-cheval? Quels sont les signes qu'il y ait performance ou pas derrière, mais quels sont les signes qui te montrent que là, on a une vraie entente dans le couple? Pour moi, vraiment, ça passe par le respect du cheval. Et en fait, c'est tellement facile à voir la relation cavalier-cheval, que ce soit abouti techniquement ou pas encore, mais la patience du cavalier envers son cheval. Et je pense sincèrement que si le cheval est bien préparé, ça se voit. Et tout passe tout seul. En fait, c'est vraiment la symbiose entre les deux et la facilité. Quand je te parlais d'émotion tout à l'heure, c'est quand tu te dis oh, ça a l'air tellement facile. Ça, c'est un vrai critère. Quand tu vois une reprise de haut niveau, t'as pas l'air de te dire « Oh bah ouais, bah ça a l'air simple comme ça. Bah essaye derrière, faut voir. » Et en fait, oui, il faut que ça ait l'air facile, il faut que ça ait l'air fluide, et il faut que ce soit une symbiose, un partage entre les deux. Oui, la reprise de dressage devient presque un spectacle, en fait. Ouais, quelque chose qui est tellement fluide et tellement facile que finalement, on n'a pas grand-chose à dire et pas grand-chose à écrire, surtout. Et comment, selon toi, on arrive à conjuguer performance et respect du cheval? Alors ça, c'est vraiment l'homme de cheval qui va pouvoir faire la différence. C'est connaître assez le cheval, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est le travail, mais le travail en fonction de ce qu'est capable de donner le cheval. Et c'est respecter ça. Et tous les chevaux sont différents. Donc il faut que chaque cavalier apprenne à gérer le physique de son cheval et le mental de son cheval. Parce que c'est préparation physique et mentale qui est importante dans ce cas-là. Et donc, c'est au cavalier de connaître l'état mental et physique de son cheval et de demander peut-être une compétition qui est en corrélation avec cette préparation-là, en fait. Ok, il y a ce côté préparation avec le cavalier. Et est-ce que peut-être certaines qualités humaines permettent d'être meilleures? Est-ce qu'il y a vraiment une ou deux qualités qui distinguent les meilleurs cavaliers des autres? La patience et l'exigence avec soi-même, je pense. Okay. C'est rarement le cheval. Hein. Et est-ce que, par rapport à tous les concours que tu as pu juger, il y a un couple qui t'a marqué? Quelque chose que tu as vu en concours qui vraiment te fait dire « Waouh, là, il y avait une entente à 1000%. » Ouais, ça date un petit peu. Alors, je sais pas si les jeunes vont se rappeler de ça. Et s'ils se rappellent pas de ça, je pense que ça vaut le coup d'aller sur Internet. Je pense qu'on doit le trouver encore. C'était aux Jeux mondiaux à Caen. C'est Rodolphe Scherer qui montait Macara, sa jument. C'était une jument grise et il venait de perdre son papa. Et le dressage, c'est pas très bien passé, on va dire. Je pense que les deux étaient pas dans le bon mood, on va dire. Et sur le cross, ça a été un moment, je pense que magique pour tout le monde. Je pense que ça a été magique pour le cheval, magique pour Rodolphe, et magique pour tous les gens qui étaient là, même ceux qui l'ont vu à la télé, parce que on ne sait pas quelle magie a porté ce couple-là, mais ça a été une symbiose incroyable du début à la fin. Et il avait le sourire et tous les gens l'ont porté, je sais pas, c'était vraiment une émotion, un truc incroyable. Je pense que c'était vraiment le comble de la symbiose ce jour-là, de l'émotion, ouais.
Et tout le monde l'a ressenti. C'était vraiment un truc unique. Et ça prouve bien que même si le dressage se passe pas bien, Ah oui, on peut faire bien derrière. on peut très bien s'en sortir derrière. Quel conseil tu donnerais aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs qui souhaitent se lancer dans le concours complet? D'aller voir, de ressentir ce petit truc qui nous titille tous. Et je pense sincèrement que n'importe quel cavalier a envie de vivre ces sensations-là, en fait. D'aller sur un cross. Et contrairement, alors c'est pas gentil ce que je vais dire pour les autres disciplines, mais on en profite vachement plus sur un complet parce qu'on fait un dressage, un CSE et un cross. On profite plus de notre cheval en fait. Alors, ok, c'est plus de boulot. Mais contrairement à un tour des CSO où c'est tellement rapide et tout ça, après bien sûr c'est une autre exigence. C'est un autre sport. Mais le complet, ouais, c'est vraiment... Et l'ambiance qu'on trouve sur les concours complets est pas la même. Il y a vraiment un esprit d'entraide et il n'y a pas de différence entre les niveaux. Je trouve un cavalier olympique va aider un cavalier club qui passe par là et qui est dans le besoin, qui demande un truc. Voilà, je trouve que c'est tellement exigeant comme discipline au niveau travail et niveau investissement que je pense qu'il y a le respect de tous ceux qui font cette discipline-là, en fait. Ok. Et comment est-ce qu'il faudrait se préparer pour c'est la première épreuve, c'est mon premier concours complet. Comment est-ce que je dois vraiment me préparer pour essayer de réussir un petit peu? Il faut juste que tu sélectionnes bien ton épreuve, que tu sois au niveau pour que ce soit pas un truc qui te mette une pression de folie. Je pense que d'abord c'est le plaisir et donc il faut que ton épreuve engagée soit au niveau de ce que tu es capable de donner tous les jours avec ton cheval et après le prendre juste pour un partage d'un moment et voilà. Et qu'est-ce que je dois absolument éviter? Le stress bien sûr et de se dire qu'il y a un enjeu impossible à gérer émotionnellement alors qu'un concours c'est être bien à l'instant T, donner le meilleur de toi-même à l'instant T et puis le résultat il arrive après et tu vois bien où t'en es. En fait c'est ça un concours, c'est vraiment donner le meilleur de soi-même. Et oui, il peut y en avoir des autres qui sont encore meilleurs que toi, mais si t'as tout donné, t'as zéro truc et tu sauras quoi travailler encore pour la fois d'après. Et vraiment, je pense que le stress, c'est le pire des parasites parce qu'on le transmet au cheval, parce que pour lui aussi, je dirais, tiens, il y a d'autres copains, il se prend le voyage, il y a d'autres copains qui sont plus ou moins sages, c'est un autre environnement, voilà, donc c'est à nous d'être rassurants parce qu'on est quand même leur référent. Donc c'est à nous de leur transmettre un petit peu de sérénité, si c'est possible. Et si maintenant je me dis, bon, le concours complet, j'adore, c'est pas pour moi, mais je veux devenir juge. Je commence par où? Tu commences par venir juste en cabane une fois avec nous, si tu as envie. Et puis tu fais une formation. Après, tu viens, on va t'encadrer pendant 1 ou 2 concours club. Et on voit si tu te débrouilles. Et puis après, on te met dans une équipe bienveillante qui va te donner envie de continuer. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tous. En vrai. Donc s'il y a certaines personnes, cavaliers ou non d'ailleurs, qui sont intéressées pour se lancer en tant que bénévole sur le concours complet, ils peuvent se rapprocher de la Fédé, je suppose, pour avoir toutes les infos sur les stages. Oui, alors tout est inscrit sur la Fédé. Par contre, pour être juge de conflit, il faut avoir un impératif de galop pour être juge, pour pouvoir quand même savoir quoi juger, parce que c'est quand même des éléments techniques. Et pour les bénévoles, je pense qu'il y a énormément de demandes sur les réseaux. Tous les concours en général demandent un peu des bénévoles. Si on habite à côté d'un club, pourquoi pas se rapprocher d'un club et dire tiens, si vous organisez, moi je veux bien vous aider. Comme ça que ça va partir en fait. Il y a beaucoup de secrétaires de juges qui commencent comme ça et qui disent moi aussi j'ai envie de faire ça et ça part comme ça en fait, pas très compliqué. Faut juste avoir l'envie. Et quel message est-ce que tu aimerais transmettre là aujourd'hui à la communauté équestre, à la communauté du complet? Vive le concours complet. Non, c'est une discipline incroyable et il faut vraiment qu'elle perdure. Et je pense que c'est à nous de nous entraider, vraiment tous se serrer les coudes pour qu'on puisse faire perdurer ça et un peu partout. Et surtout aux enseignants, aux nouveaux enseignants, mais amenez vos cavaliers au complet parce que c'est une école incroyable. Et pour finir, quel est ton exercice préféré en dressage? Ah, je connais qui vont rire en entendant ça. J'adore tout ce qui est les trot moyens, les galops moyens, même pas allongés, juste les moyens pour voir le rapport entre l'envie du cheval de pousser et de porter, d'aller chercher du terrain et l'envie, et de voir l'adresse du cavalier qui n'exige pas, mais qui propose. Et au niveau du cross, quel est ton parcours de cross préféré que tu as pu voir? Je trouve qu'il y a énormément de magnifiques parcours. Moi, je suis c'est pas péjoratif parce qu'on en a en France, mais des parcours un peu à l'anglaise, c'est-à-dire un peu vallonnés, des crosses verts, des obstacles naturels, sautants, qui restent vraiment naturels et clairs pour les chevaux, et vallonnés parce que c'est la nature et des bons crosses à l'anglaise. Si maintenant
on te laissait uniquement un souvenir de tous les crosses que tu as pu voir, quel est le souvenir que tu voudrais garder? Badminton. Donc un cross, enfin un complet à l'anglaise. Ouais, pareil, pour l'ambiance, pour la beauté des obstacles, pour le cadre. C'est pas le plus gros, hein, Burghley c'est plus gros, mais badminton a une âme très particulière, je trouve. Et tu avais pu être juge ou bien... Oh, spectatrice. Mais en tout cas, merci beaucoup Sylvie pour notre échange aujourd'hui. De rien. Et ton regard vraiment sur le concours complet, qui est une discipline qu'on connaît sans vraiment la connaître, j'ai l'impression, suite à notre échange. Si les personnes qui nous écoutent ont besoin d'informations, elles peuvent se rendre sur le site de la fédération Oui. pour avoir l'ensemble des informations, que ce soit les prochaines compétitions ou bien les formations pour celles qui souhaiteraient... Oui, il y a de toute façon, on peut se rapprocher des creux, on peut se rapprocher de nous. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter pour tous les cavaliers, quand vous voyez un juge dans une cabane, ne croyez pas que c'est le vilain et le méchant. Venez nous parler, venez échanger. En fait, le but c'est ça, c'est l'échange et le travail d'équipe. C'est pas que entre officiels, c'est qu'il y a un échange partout en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, quand ils ont une pause, aller voir les juges. C'est ça. Merci Sylvie pour ces derniers mots. Bah de rien. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, posez vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.